On commence une petite série de vidéos sur la dissolution, et on va y aller crescendo comme d'habitude, et on perd pas de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Une dissolution, c'est quand on dissout quelque chose dans un solvant. Le solvant, ce sera presque toujours de l'eau, et on peut dissoudre un solide ou parfois un gaz. On va parler surtout des solides ici. La première chose, c'est de savoir différencier un solide moléculaire et un solide ionique. Un solide moléculaire, il est constitué de molécules qui sont collées les unes aux autres en quelque sorte, à cause de certaines forces microscopiques comme les forces de Van der Waals par exemple, dont on entend rapidement parler en première. Regardez le premier exemple, C6H12O6, ça peut être une molécule de glucose. Le glucose peut se dissoudre dans l'eau, et ça donne C6H12O6, mais à l'état aqueux cette fois. Aqueux, ça veut dire dissous dans l'eau. Si vous voulez indiquer que c'est dissous dans un autre solvant, vous pouvez mettre un petit D comme dissous. Quand on met aqu, ça veut dire dissous dans l'eau. Le point important avec les solides moléculaires, c'est que la molécule est la même avant et après. Simplement, les molécules se sont un peu décollées les unes des autres et se sont dispersées dans l'eau. Alors qu'avec un solide ionique, qui est constitué cette fois non pas de molécules, mais d'ions, on va avoir une séparation en plusieurs ions. Par exemple, NaCl, le chlorure de sodium, peut se dissoudre dans l'eau et on obtient des ions sodium et des ions chlorure. Quelquefois, vous verrez H2O écrit sur la flèche de réaction, c'est pour dire que ça se passe en présence d'eau. Vous voyez ici, on a une entité NaCl qui s'est un petit peu comme coupée en deux, et on obtient un cation et un anion. Alors comment les reconnaître? Eh bien tous les solides ioniques ont des noms qui sont parfaitement reconnaissables en quelque chose de quelque chose. Par exemple chlorure de sodium, sulfate de magnésium. Quand vous voyez un nom composé comme ça, c'est sûr c'est un solide ionique. Alors que quand on dit glucose, on voit tout de suite que c'est pas un nom composé, donc on sait que c'est pas un solide ionique. Ce qu'on écrit sur les exemples, là, c'est ce qu'on appelle les équations de dissolution. Si vous partez d'un solide à gauche et que vous arrivez à des espèces dissoutes à droite, vous avez bien écrit une équation de dissolution. Par contre, cette équation, il faut l'équilibrer, comme n'importe quelle équation en chimie. On va voir ça sur le troisième exemple. Vous avez du fluorure de calcium, CaF2, qui est donc apparemment, d'après le nom, composé d'ions calcium et d'ions fluorure. Alors dans les exercices gentils, on vous donne les ions obtenus. Et dans les exercices un peu plus méchants, on ne vous donne pas les ions obtenus. C'est-à-dire que c'est à vous de les connaître. Et pour être plus précis, vous devez connaître au moins l'un des deux ions. Vous pourrez toujours en déduire le deuxième. On va partir du principe ici qu'on connaît par cœur l'ion fluorure, parce qu'on verra que c'est un ion classique à connaître, F-. Vous voyez ici qu'on a deux atomes de fluor dans notre structure de départ. Il faut donc retrouver absolument les deux atomes de fluor à la fin, qui seront sous forme ionique. Donc on rajoute un coefficient stoichiométrique 2. Il nous reste à déterminer l'ion calcium. Soit vous le connaissez par cœur, soit vous pouvez le déduire. Pourquoi? Parce que quand on écrit une formule pour un solide ionique, cette formule est toujours électriquement neutre. Vous devez avoir toujours exactement autant de charge plus que de charge moins. Comme on a deux ions fluorure qui possèdent chacun une charge moins, on a donc besoin de deux charges plus pour compenser et pour avoir une charge totale nulle. Les ions calcium sont donc des ions Ca2+. On a une équation parfaitement équilibrée, la charge totale vaut 0 à gauche, la charge totale vaut 0 à droite, tout est OK. Et j'oublie pas mon petit état aqueux derrière l'ion calcium. Il y a énormément de situations où vous devez les écrire vous-même, ces équations, et ça va grandement vous aider de connaître par cœur certains ions. On va voir ça maintenant. Voici l'inoubliable tableau périodique des éléments. On va s'intéresser à trois familles en particulier. La première colonne, qu'on appelle les alcalins, la deuxième colonne, qu'on appelle la famille des alcalinotéreux, et l'avant-dernière colonne, qu'on appelle la famille des halogènes. Tous les éléments qui sont sur la première colonne auront tendance à faire des ions possédant une seule charge positive. Tous les éléments chimiques veulent se rapprocher de la structure électronique des gaz rares, qui sont dans la dernière colonne. Le point commun du lithium, du sodium et du potassium, c'est qu'ils sont tous les trois situés juste après un gaz rare, et donc ils ont un électron en trop. Ils auront très envie de se débarrasser de cet électron en trop pour avoir exactement le même nombre d'électrons que le gaz rare qui est positionné dans la case juste avant eux. Petite remarque, l'ion hydrogène sera souvent H+, aussi pour d'autres raisons. Dans la deuxième colonne maintenant, vous avez des éléments qui ont deux électrons en trop par rapport au gaz rare précédent, donc ils auront tendance à se débarrasser de ces deux électrons en trop pour former donc des cations avec deux charges plus. Enfin, dans l'avant-dernière colonne, vous avez les halogènes, le fluor, le chlore, le brome, l'iode. Alors eux, c'est l'inverse, ils sont situés dans une case toujours juste avant un gaz rare. Le fluor est juste avant le néon, par exemple. Tous ces éléments-là vont donc vouloir récupérer un électron supplémentaire pour avoir le même nombre d'électrons, c'est-à-dire la même structure électronique, que le gaz rare juste après eux. Ils vont donc tous capter un électron, ça donnera F-, Cl-, Br- et I-. Et on les nomme en rajoutant un suffixe ur à la fin, me demandez pas pourquoi. On dit pas l'ion fluor, on dit l'ion fluorure. De même, on dit l'ion chlorure, bromure, iodure. Alors que pour les cations tout à l'heure, il n'y avait pas cette terminaison en ur. Ca2+, c'est l'ion calcium tout court.
Si vous connaissez tous ces ions-là, vous êtes à peu près serein, sauf quand vous allez rencontrer ce qu'on appelle des ions polyatomiques, des ions constitués de plusieurs atomes. Il y en a 3 qu'on rencontre le plus souvent, c'est l'ion nitrate, l'ion sulfate et l'ion phosphate. Alors eux, ils sont beaucoup moins sympas à retenir, il y en a d'autres, mais ça c'est vraiment les 3 plus courants. Surtout le phosphate, si vous faites des études médicales, vous verrez que l'ion phosphate, il y en a partout dans nos cellules. Par exemple, la molécule d'ATP, l'adénosine triphosphate. Il faut bien comprendre cette notation. Par exemple, PO4 3-, ça veut dire qu'on a un atome de phosphore, 4 atomes d'oxygène autour, et le 3- veut dire qu'on a 3 charges moins en tout, sur l'ensemble de la structure. Ici, j'ai dessiné la structure de Lewis. Pour ceux qui se demandent pourquoi il y a trop de pattes autour de l'ion phosphore, oui, c'est bizarre, l'ion phosphore ne respecte pas la règle de l'octet. C'est normal, c'est comme ça s'appelle l'hypervalence. Vous découvrez ça en post-bac. Il y en a un dernier qu'on rencontre assez souvent au lycée aussi, c'est l'ion carbonate, CO3-, qui apparaît dans certains couples acides-bases. Alors c'est pas vraiment une compétence exigible de connaître tous ces ions-là au lycée, mais franchement ça aide vraiment. Alors apprenez-les si vous voulez être à l'aise.